Citizenship and Responsibility. Europa debattiert. Euradionant al Parlamento Europeo. Responsible citizens. Europe, the debate. Citoyen et responsable. Face à la rédaction. Di fronte alla redazione. Središtu redakcijata. Il est considéré comme la personne la plus influente du Parlement européen à la tête du principal groupe politique, le Parti populaire européen. Joseph Daul est aujourd'hui à la veille de passer la main à 67 ans, après 3 mandats d'eurodéputé. Passer la main, pas vraiment, puisque Joseph Daul préside depuis 5 mois le Parti pan-européen de centre-droit, le PPE. Le Parti populaire éponyme, le Parti populaire européen, rassemble plus de 70 partis, de la CDU en Allemagne à l'UMP en France, en passant par le Fidesz en Hongrie, l'AKP en Turquie ou encore l'UCP au Bélarus. Mettre tous ces partis derrière un projet européen nécessite de préparer le terrain, un peu comme l'agriculteur prépare son terrain avant de semer. Joseph Daul, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Préparer le terrain pour semer et récolter, ce n'est pas un problème pour vous. À 20 ans, vous avez commencé comme paysan. Hein. Vous vous présentez souvent d'ailleurs comme ça devant la presse ou même dans l'hémicycle. Vous faites référence à vos origines. Vous avez été donc responsable d'une exploitation de 7 hectares de bovins et de betteraves. En quoi ces racines paysannes vous sont utiles pour exercer votre mandat et pourquoi vous en faites référence régulièrement? Mais je crois que quand on est agriculteur, on vit avec ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe maintenant. J'étais sur l'exploitation samedi. Les terres sont dures comme du béton, on ne sait pas comment les prendre, on ne sait pas comment les travailler. Nous avons semé les betteraves, la moitié n'a pas levé. Et on ne sait pas si on va semer le maïs, comment on va pouvoir le semer s'il ne plaît pas. Donc on a toujours des problèmes et c'est un petit peu comme ça dans la vie politique. Rien ne tourne jamais rond et puis il faut, comme sur une exploitation, réfléchir avant d'agir. Vous avez été responsable syndical et maire de Fetisheim, une commune d'1 millier d'habitants, 12 km à côté qui sépare Fetisheim et Strasbourg. Est-ce que 12 km, c'est ce qu'il vous a fallu aussi pour être de maire à eurodéputé, ou est-ce que le chemin a été un petit peu plus compliqué, moins accessible? Mais le chemin a été un petit peu plus long. Et j'ai passé d'abord à travers les organisations professionnelles et surtout ce qui m'a fait connaître, c'est un dossier qui était malheureux pour les éleveurs, c'était la crise de la vache folle. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec le président Chirac et avec Alain Juppé sur ce dossier-là. Et de par mes engagements au niveau des jeunes agriculteurs et après à la FNSEA, j'étais déjà le responsable de tout ce qui était le dossier agricole au niveau européen. Et donc c'est vous qui avez décidé d'aller vers ce mandat d'eurodéputé, ou est-ce qu'on vous a appelé pour le faire? Mais écoutez, j'avais l'accord de l'ensemble des organisations professionnelles. J'ai d'abord demandé. C'est un mandat qui... je suis un Européen convaincu, Alsacien européen, je crois que ça va de pair. J'avais vu que dans la profession, j'avais déjà beaucoup donné et j'ai vu qu'avec le développement de l'Europe, le développement des institutions européennes, j'ai dit tiens, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas m'engager dans cette voie-là? Vous avez enchaîné 3 mandats au Parlement européen, c'est plutôt courant en Allemagne, plutôt rare en France. Pourquoi vous vous êtes engagé vraiment sur ce parcours-là? Vous auriez pu abandonner en cours de parcours, pourquoi faire 3 mandats? Mais écoutez, le premier mandat, c'est comme pour le maire. Le premier mandat, vous regardez, vous essayez, et puis le deuxième mandat, c'est vous commencez à agir, et le troisième mandat, j'ai continué ce que je devais faire. Et je pense que maintenant, à 67 ans, il faut aussi savoir dire, bon, la relève doit être assurée. 4 mandats, ce n'était pas envisageable, ça aurait été le mandat de trop pour vous? Comme vous avez dit d'entrée, il y avait aussi un problème puisque le président Martens, qui était le président du parti, est décédé et 3 jours avant sa mort, il m'a appelé. J'ai partie de ces 10 vice-présidents, j'étais un vice-président et il m'a demandé si je voulais continuer son œuvre qu'il avait commencée et c'est ça qui m'a fait prendre aussi la décision. Sinon, pourquoi pas un 4e mandat? Mais c'était en réflexion. Mais j'avais déjà décidé en disant non, il y a encore une vie après la politique. Vous vous souvenez du 9 janvier 2007? Est-ce que c'est une date, c'est la date où vous êtes élu président du groupe
PPE. D'accord. C'est pas quelque chose qui vous a marqué en tant Non. que tel dans Non. l'agenda, Non, marqué non, dans d'une pierre l'agenda, non. blanche. Non, non. Mais tout de Vous même, savez, en alsacien, quand vous voulez féliciter quelqu'un pour une responsabilité, vous lui dites, vous ne le félicitez pas pour la responsabilité, vous dites sincère condoléance. et vous l'avez pris comme une charge finalement, le 9 Exactement, janvier. une responsabilité. Oui. En accédant à la présidence du groupe PPE, vous aviez... Et ce n'était pas facile, il y était 4 candidats. Oui, et ça a été décidé au 4e, 5e tour, troisième tour. Ouais. Oui, donc les premiers tours étaient difficiles pour vous. En accédant donc à cette présidence du groupe PPE, le 9 janvier 2007, vous aviez en point de mire le rendez-vous avec les électeurs de juin 2009. Comment avez-vous vécu le 7 juin 2009 et les résultats? Puisque on peut le dire, hein, c'est un véritable succès pour le PPE qui n'était pas majoritaire jusqu'à présent et qui a vraiment assis sa majorité à ce moment-là. Mais écoutez, quand vous avez un succès, c'est toujours plus facile que si vous avez une défaite. Mais c'est vrai que le 9 juin, quand on a été élu, j'ai pris ça pour vraiment un succès. Pourquoi? Puisque le groupe, on savait que les amis anglais allaient nous quitter au niveau du groupe. Et on avait déjà fait le décompte en disant nous allons avoir tant de députés en moins. Et nous nous sommes retrouvés avec plus de députés avec le départ de nos amis anglais au niveau du groupe PPE. Bon, bien sûr, quand vous avez une victoire comme ça, vous la fêtez. Le 23 juin 2009, vous êtes confirmé à la tête du groupe. Le PPE est en position très confortable. Vous occupez plus d'un fauteuil sur 3 dans l'hémicycle du Parlement européen, ici à Strasbourg. Vous avez la majorité au Conseil, à la Commission. Vous avez tous les atouts en main et vous avez un programme ambitieux. Je cite un extrait de l'ouvrage « Voyage au cœur de l'Europe » de Pascal Fontaine aux éditions Racine. Une économie sociale de marché plaçant l'homme et non la spéculation au cœur du processus économique, l'achèvement du marché intérieur, une politique de sécurité incluant l'indépendance énergétique et alimentaire. J'en passe, hein, mais déjà rien que ces 3 points du programme du PPE, ce n'était pas rien. Est-ce que vous avez l'impression d'une mission accomplie aujourd'hui à la veille du départ? Non. La mission n'est jamais accomplie, et surtout quand on est à 28 et quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Je crois que ça doit nous interpeller, que ce soit l'Ukraine ou les Balkans. Donc la mission n'est pas terminée. Par contre, je prends aussi toujours les choses au niveau favorable. Et quand on a eu le prix Nobel de la paix, c'est aussi pour rappeler que les 60 années qu'on vient de passer, ou presque 70 années européennes au niveau de la paix, ce n'est pas rien. Quand on sait ce qui se passe autour de nous, et je crois que cette mission-là n'est sûrement pas terminée. Sur le premier point, l'économie sociale de marché, plaçant l'homme et non la spéculation au cœur du processus économique, est-ce qu'il y a tout de même de la satisfaction? Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Quel bilan? Oui, moi je crois qu'il y a une certaine satisfaction puisque nous avons quand même beaucoup travaillé sur le six-pack et le two-pack. Alors c'est surtout le contrôle des budgets et des déficits au niveau européen. Ce n'était pas possible quand j'ai été élu la première fois. Mais je crois que là, nous avons pu avancer. Mais ce que je voudrais encore et que j'aurais bien voulu faire passer, c'est une harmonisation fiscale et sociale. Et ça, je crois que ça, c'est l'homme. Sinon, nous continuerons à avoir des délocalisations. C'est une harmonisation, pas une uniformisation, mais cette harmonisation fiscale et sociale, il faut qu'elle arrive très rapidement. Et ce sur quoi les Grecs reprochent, hein, enfin, la Grèce a traversé vraiment une période très difficile. Et vous regrettez un peu la manière dont ça s'est fait? On aurait pu le faire autrement, passer la crise autrement, imposer les choses différemment, selon vous? Non, je crois que le grand problème qu'on avait avec la Grèce, rappelez-vous quand on a dit il faut sortir, il faut qu'on les sorte de l'euro. Ça, c'était ma plus grande crainte. Et là, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup œuvré qu'on ne sorte pas la Grèce de l'euro, puisque la solidarité européenne, ça doit quand même exister. Et si vous regardez aujourd'hui le dossier au niveau de la Grèce, c'était impensable de le concevoir de la manière dont on est en train de le traiter. Par contre, là où je ne suis pas satisfait, c'est que la solidarité européenne au niveau de la Grèce doit aller maintenant plus loin. Et je prends simplement un fait.
Si un agriculteur en Grèce achète un nouveau tracteur, il paye 12% d'intérêt, ce qui est impensable et impossible. Si moi j'achète un tracteur sur notre exploitation, c'est 2%, 2,5%. Donc maintenant, la solidarité européenne doit jouer dans ce sens que nous puissions, comme je dis, avoir cette harmonisation fiscale et sociale. Le nouveau mandat en 2009 a débuté sous présidence suédoise. Le 6 mars 2009 à Stockholm, vous aviez rencontré le Premier ministre Fredrik Reinfeldt et vous aviez dit, je vous cite, la présidence suédoise sera une présidence de crise, mais elle doit être aussi celle d'une nouvelle chance pour l'Europe. Avec elle, nous chercherons de nouvelles opportunités pour créer des emplois par une stratégie climatique et énergétique ambitieuse et par une politique audacieuse de soutien à la croissance. On ne peut pas dire que ça a été le cas au niveau de la stratégie climatique énergétique que réclament à corps et à cri les eurodéputés du groupe des Verts et des Europe Écologie pour justement relancer l'emploi, relancer la croissance. Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé sur ce point-là? Mais écoutez, je crois qu'avec la crise, nous avons vu deux choses. Vous pouvez faire l'économie sociale de marché, c'est d'abord une économie. Et si vous gagnez de l'argent avec l'économie, avec ce que vous gagnez, vous pouvez faire du social. Nous avons fait le contraire pendant trop longtemps en Europe. Nous avons dépensé l'argent qu'on n'avait pas. Et nous sommes maintenant dans cette crise profonde et il faut essayer de joindre les deux. C'est-à-dire, bien sûr, nous devons faire de l'écologie et de l'environnement. Et je crois qu'en termes d'agriculteurs, ils n'ont surtout pas à rougir sur ce dossier-là. C'est les meilleurs que j'ai jamais vus jusqu'à présent. Et si tout le monde faisait la même chose, on aurait déjà beaucoup moins de pollution. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'Europe tout seul ne peut pas y arriver. Si nous continuons dans cette lancée, nous avons déjà une sacrée avance. Celle-là, nous devons la garder, mais maintenant, nous devons aussi travailler, par exemple, avec les Chinois et tous les autres qui polluent, je crois que c'est presque 70% de la pollution vient de ces pays-là, pour qu'eux aussi avancent avec nous. Sinon, tout seul, on va se ruiner au niveau économique. L'Union européenne doit être rationnelle par rapport à ce point-là, et donc c'est tous ensemble, ou sinon on n'y va pas, c'est ça Mais écoutez, c'est tous ensemble, et là on peut faire des pressions. Nous n'avons pas besoin de mettre des droits de douane. Nous avons besoin de mettre des choses en règle, c'est-à-dire les normes européennes que nous avons déjà aujourd'hui, demander à ce que les produits qui rentrent appliquent ces normes. Euradio Nantes al Parlamento Europeo. You're listening to EU Radio Nantes 101.3 FM. Joseph Daul, président du groupe PPE, européen convaincu, engagé et déterminé. Je voudrais revenir sur votre approche de l'élargissement de l'Union européenne et de l'intégration des nouveaux entrants. Je vous ai vu ému en juillet 2013 à l'occasion de l'entrée de la Croatie comme 28e membre de l'Union européenne. La Croatie a officiellement formulé sa demande d'adhésion en février 2003. C'est un long accouchement auquel vous avez contribué. Pourquoi cette émotion en juillet 2013 qui était vraiment palpable? Mais vous savez, quand j'ai vu la Croatie, j'ai vu l'ensemble des Balkans. Et réussir la Croatie, ce n'était pas facile. C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé, surtout pour mettre en place l'état de droit. Ça, c'est le problème le plus important, c'est ce que j'ai répété la semaine dernière à Sarajevo. Ce dossier-là, pour moi, était très important vis-à-vis des Balkans. Parce que quand on voit les Balkans et quand on voit ce qui s'y passe, eh bien, vous savez, assurer la paix, les Balkans font partie de cet événement-là. Et la Croatie a démontré aux autres pays des Balkans qu'on pouvait effectivement aller dans cet état de droit, l'humanisme, les valeurs européennes. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et j'ai vécu ça la semaine dernière dans un pays qui est très difficile à gérer, qui était Sarajevo, donc la Bosnie-Herzégovine. Et ça sera un de mon travail du futur en tant que président du parti. L'élargissement, jusqu'où vous le voyez pour l'Union européenne? Vous l'avez dit aussi, vous l'avez dit entre les lignes, c'est difficile à 28 ans de décider les choses, d'avancer. Alors plus on élargit, plus on est nombreux. Non, mais je crois que l'élargissement, ce n'est pas une fin en soi. Mais si vous regardez ce qui se passe maintenant au niveau de l'Ukraine, et je prends la Moldavie, qui va être dont on va parler demain ou après-demain. Donc l'élargissement, la stabilité au niveau de l'Europe et les Balkans
ça fait partie de l'Europe. Et j'ai discuté avec le président Obama il y a maintenant 4 semaines à Bruxelles. Nous avons discuté de ce dossier-là et croyez-moi que les États-Unis comptent beaucoup sur l'Europe pour voir comment nous allons faire tout en respectant les règles européennes. Vous avez dit c'est long, c'est 10 ans, mais si nous pouvons, dans ces différents pays, mettre nos valeurs, mettre l'état de droit, nous permettrons aussi des investissements et nous permettrons à ces pays de sortir par le haut. Est-ce qu'il y a une limite ? Et j'espère un jour adhérer. Est-ce qu'il y a une limite à cet élargissement selon vous ? Mais écoutez, les peuples qui veulent et qui respectent, moi je ne mettrai pas de limite à titre personnel. Bien sûr, quand on dit qu'il faut absolument demain faire entrer la Bosnie-Herzégovine et tout, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible. Mais que maintenant, nous continuons à travailler ce dossier-là, et même avec la Moldavie, parce que je cite ce pays, puisque c'est un pays qui sera en difficulté, nous devons montrer qu'il y a un espoir de rejoindre l'Union européenne s'il respecte toutes les règles. Vous aviez dit au moment de l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, si je ne me trompe pas, que l'un de vos objectifs c'était 15 jours, enfin en 2009 d'ailleurs, vous aviez fixé une date, qu'en 2009 on ne parle plus de pays anciens et de pays nouveaux, qui serait la preuve finalement de l'intégration la plus réussie. On ne peut pas le dire non plus ça, aujourd'hui. Mais écoutez, on est toujours un peu dans cette dichotomie de... Je suis très clair là-dessus. La Bulgarie et la Roumanie n'avaient pas fait leur devoir à 100% comme l'a fait la Croatie. Et nous souffrons aujourd'hui. Maintenant, ils sont à l'intérieur, nous avons des moyens pour qu'ils respectent l'ensemble des règles, mais je crois que ces deux pays ont compris que l'intégration européenne n'était pas terminée dans ces deux pays. Prenons l'Ukraine, hein, on l'évoquait un petit peu. Son rapprochement avec l'Union européenne prend ces derniers mois un tournant géopolitique très sensible avec la Russie. Le 13 juin 2008, la présidence du groupe PPE s'est réunie à Kiev. Le contexte était différent de celui d'aujourd'hui, évidemment, mais la question du rapprochement était là. Avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir loupé quelque chose dans ce rapprochement avec l'Ukraine ? Est-ce que vous auriez pu faire plus et différemment ? Vous savez, on peut toujours faire plus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai peut-être loupé avec d'autres, c'est que nous n'avions pas assez de contacts et de discussions avec Poutine. Pendant des années, on a ignoré Poutine, on l'a même, je dirais, mais totalement ignoré. Et je crois qu'il fallait avoir beaucoup plus de dialogue avec lui. Je ne sais pas si ça serait meilleur aujourd'hui. Et probablement, mais les pays, comme je dis, de l'Est, qui vont m'entendre, ils ne vont pas être d'accord avec moi en disant « vous ne le connaissez pas ». Mais moi, je suis persuadé que là, nous avons aussi eu quelques défauts de ne pas continuer à discuter. Pas pour partager l'Ukraine, ça c'est exclu. Mais nous aurions dû travailler beaucoup plus et nous l'avons ignoré et nous payons un petit peu cette ignorance aujourd'hui. L'Union européenne a manqué de diplomatie avec la Russie ? Je pense. En partant, je crois que je peux dire ça. Moi aussi. Et une diplomatie, ça se construit aussi au niveau politique, au niveau du groupe politique, au niveau du PPE. Bien sûr. Quand vous serez président, enfin vous êtes président, excusez-moi, du PPE, ça fait partie des priorités que vous allez... Ça fait partie des priorités. Ouais. Même, je dis, c'est jamais trop tard. Et la diplomatie et la discussion, vous savez, ça aussi, ça fait partie des agriculteurs. Les négociations, les discussions, plus ou moins dures à certains moments, c'est ça qui a fait avancer l'agriculture et la politique agricole commune. La patience aussi. Et la patience. Patience. Et aussi, peut-être aussi, le risque que vous prenez aussi en franchissant des portes, en allant vers Poutine, par exemple. Ce sont des risques. Mais écoutez, les risques. Si les pères de l'Europe n'avaient pas pris ce risque-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Si vous avez demandé après la guerre à mon père, en disant « Est-ce que vous êtes pour le rapprochement franco-allemand ?» Je peux vous donner le résultat du référendum. 95% non et 5% pour. Il y avait des hommes politiques, Flimlin, Schuman et tous les autres qui ont dit plus jamais ça et ils ont avancé. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Alors de temps en temps on prend des risques,
Et quand on prend des risques, on n'a pas toujours raison. Mais ça, il faut l'assumer quand on est homme politique. Comment vous voyez la sortie de crise de l'Ukraine? Alors là, évidemment, tout évolue très très vite. C'est difficile de pouvoir prévoir ce genre de choses, mais des élections sont prévues. Est-ce qu'elles peuvent résoudre... Il y a un mois de cela, si je vous avais posé la question, vous auriez mis ces élections-là en tête finalement d'une solution pour sortir de la crise. Aujourd'hui, finalement, même cette élection-là risque de ne rien résoudre, en fait. Moi, j'avais demandé au Premier ministre et au Président au mois de décembre, avant Noël, en disant, quand les gens sont dans la rue, si nous n'avons pas d'autre moyen, la démocratie, c'est de refaire des élections. Et je crois que ça, on a loupé. Parce que peut-être qu'il aurait pu gagner en ce moment-là. Mais au moins, on aurait refait des élections et la démocratie. Actuellement, ce n'est plus la démocratie. Actuellement, c'est autre chose qui se passe en Ukraine et avec ça, nous ne pouvons pas être d'accord. Et alors, vous voyez une sortie possible? Quelle est votre analyse de la situation? Mais nous ne pouvons pas continuer à laisser Poutine. Il a déjà pris la Crimée, ce qui n'est pas normal. Donc, il ne respecte aucune règle internationale et on ne peut pas laisser faire ce qui est en train de se faire au niveau de l'Ukraine. Le rendez-vous de Genève à la fin de la semaine, jeudi, c'est quelque chose que vous attendez évidemment, Écoutez, mais moi je crois vous que espérez toute solution qui se passe et qui peut se passer pacifiquement doit être étudiée. En Hongrie, vous avez participé au congrès du Fidesz, c'était le 19 mai 2007, à l'invitation de Viktor Orban. Alors je vous cite, à cette époque-là, il n'y a pas d'anciens et de nouveaux pays, il n'y a que des idées anciennes et des idées nouvelles, des dirigeants politiques à l'ancienne et des dirigeants politiques novateurs et réformateurs. Avec le recul, vous diriez la même chose? Oui. Même de Viktor Orban? Non, je dirais encore plus. Ce que j'ai vécu il y a 15 jours avant les élections, ça m'a donné du baume au cœur. Viktor Orban m'a invité. Alors, suivant que les journalistes ou la police, c'était entre 350 000 et 500 000 personnes. Enfin, c'était quelque chose de merveilleux. Sur une place où j'ai tenu un discours, mais totalement européen. Vous pouvez le relire. Et chaque fois que je disais ce que l'Europe a apporté, il y avait tout ce peuple de 400-500 000 personnes qui sont montées vraiment très fort pour applaudir l'Europe. Et là, j'ai vu que la Hongrie était vraiment européenne. Et donc... c'était plus qu'un sondage grandeur nature. Et donc, je suis persuadé que le peuple hongrois est très, très pro-européen. Et Viktor Orban aussi? Mais Viktor Orban, c'est un chef d'État qui est comme moi ou comme un autre, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais Viktor Orban est aussi un Européen. Moi, je ne vais jamais. C'est pour ça... Quand il y a la moindre des choses, on se téléphone, j'y vais, on discute. Et jusqu'à présent... Viktor Orban a toujours défendu les choses et quand il avait tort vis-à-vis de la Commission, il s'est toujours plié. Il est venu ici s'expliquer. C'était un des seuls chefs d'État et de gouvernement. J'en avais demandé à d'autres, aux Roumains et aux Bulgares, de venir ici. Jamais aucun n'est venu. Il est venu ici au débat et je crois que c'est ça aussi l'Europe. Il a débattu, après il s'est mis en règle, il a porté deux dossiers au niveau de la Cour, il a perdu et il m'a dit il va se mettre en règle. Après votre élection en 1999, vous aviez un plan de carrière politique quand vous êtes entré le premier jour au Parlement européen. Est-ce que vous aviez un plan de carrière? Non, franchement, ça vraiment, le plan de carrière, non. La première des choses que j'avais en rentrant, et quand on m'a dit, quel est ton plan de carrière, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? J'ai dit, je ne sais pas, je vais déjà travailler maintenant. Et avec le recul... Et vous savez, ça c'est encore le paysan. Et on travaille, on sème, on récolte, ou alors des fois il y a des grêles et puis on ne récolte pas. Ouais. Mais là, il y a une assurance. Au bout de 15 ans, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose... que vous retenez, des moments importants, un moment peut-être important? Mais le moment le plus important pour moi, c'était quand on a pu accueillir les pays qui ont vécu et qui ont vécu sous le communisme, qui attendaient pendant 60 ans sous l'égide et sous le fardeau de ce communisme quand ces pays ont été réunis. Vous savez, avant, j'ai fait l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et quand on avait étudié le cas au niveau des communistes, comment ils peuvent exporter leur faillite, c'était en 1981. Et la dame qui nous faisait le cours, l'économiste qui nous faisait le cours, disait qu'il y aura une faillite du communisme entre 89 et 92, en 81.
et on avait étudié les scénarios. Je peux vous dire encore la place où j'ai labouré quand j'ai vu ou entendu les premiers qui passaient le mur. Je suis rentré tout de suite, j'ai regardé les cours et j'ai dit ouf, c'est le scénario numéro 3, c'est-à-dire celui qui nous permettra d'avoir le moins de sang possible. Et ça, c'est quand même grâce à 2 hommes, à Jean-Paul II et à Gorbatchev. C'est votre dernière plénière. Quel est votre état d'esprit à 2 heures de l'ouverture de cette dernière plénière ? Il y a toujours un pincement au cœur. C'est quand on a aidé à la construction qui n'est pas terminée. C'est toujours un pincement de cœur de quitter cette construction. Mais vous savez, je ne suis pas trop loin puisque je suis encore un tout petit peu au parti. Et puis, donc, c'est ça qui me facilite un petit peu le départ du Parlement européen à la fin de cette semaine. Est-ce que vous allez marquer le coup ? C'est-à-dire autour d'un verre, j'imagine. Oui. Avec qui, comment ? Non, mais je pense qu'on va marquer le coup après les élections. Parce que mon travail n'est pas encore terminé, puisque je reste président jusqu'au 4 juin. Donc au 4 juin, quand on élira le nouveau président, j'espère que lui, il marquera le coup. Et donc le 4 juin, vous avez déjà le nom de votre successeur ? Non. J'imagine que ça se prépare tout ça. Ça se prépare. J'ai un candidat, au fond de mon cœur, qui je pense qu'il peut bien relayer, on peut d'être un homme. Non, écoutez, non, je ne veux pas. Même après 30 minutes de confidence ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je crois que ça, c'est à tout homme. J'ai le devoir de... Toujours, quand je suis parti quelque part, j'ai donné le nom d'un de mes successeurs. Jusqu'à présent, ils ont toujours été élus. Maintenant, je ne sais pas si ça va se passer comme ça la prochaine fois, mais j'ai beaucoup réfléchi déjà depuis 1 an et demi. Quel est l'homme ou la femme qui peut le mieux continuer dans ce... Forcément un eurodéputé qui en est à son 2e ou 3e mandat. Bien sûr, non, vous pouvez installé, pas... Voilà, non mais vous avez totalement français, raison. allemand... Vous avez totalement raison, vous ne pouvez pas arriver ici au Parlement européen, gérer un groupe de 200, j'espère, 230, 240 députés à la prochaine rentrée, 27 pays différents, 52 partis différents. Il faut avoir un tout petit peu vécu au moins pendant 4-5 ans ici au niveau du Parlement européen. Les eurodéputés allemands sont les plus nombreux au niveau du PPE. Je pense qu'ils vont revenir les plus nombreux au niveau du PPE. Donc ça serait aussi logique que peut-être... Mais vous savez, il y a des logiques, il n'y en a pas. Mais la seule logique dans la répartition des postes, c'est M. D'Hondt, que vous connaissez, c'est la proportionnelle. Et donc, bien sûr, les Allemands auront le premier choix. Un dernier mot. Mais, il faut être élu. Et je sais que ce n'était pas facile, puisque j'en ai donné un. Un dernier mot sur les perspectives que vous donnez à l'Union européenne, dans le sens le plus large. On parle de construction, on parle de reconstruction, on parle même de déconstruction avec la montée des eurosceptiques. Votre sentiment, est-ce que vous avez... Bon, je sais que vous êtes de tempérament plutôt confiant, plutôt optimiste, mais au fond de vous-même, est-ce que cette confiance, elle n'est pas un peu ébranlée ? Non. Je crois qu'elle n'est pas ébranlée et que l'Europe continuera. Seulement, peut-être qu'il y aura, parmi les 28, quelqu'un qui choisira de sortir. Ça, je crois que ça fait partie de la démocratie. Et ça fait partie du nouveau traité. Donc, celui qui ne se plaît pas à l'intérieur, il peut sortir. Et peut-être, s'il y en a un qui sort, ça nous permettra d'évaluer les conséquences et ça permettra beaucoup, à mon avis, à tous les autres de vouloir rester. C'est un appel des pieds aux Britanniques, par exemple ? Mais écoutez, là, je crois qu'il faut... De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut respecter la démocratie et ceux qui ont envie de sortir. La seule chose que j'espère, que ce n'est pas la France. Joseph Daul, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Nantes. Merci beaucoup. Merci. Citoyen et responsable. Euradio Nantes vous a présenté Citoyen et responsable, l'émission débat depuis le Parlement européen. Vous pouvez la réécouter sur euradionantes.eu.